La vraie problématique, c'est la fonctionnalité. Il faut que le parcours voyageur à l'intérieur de l'appartement il soit agréable. Parfois, on voit des gens qui disent « Moi, sur le T2, je mets 4 personnes. » Mais nous, sur les T2, on en met 2. Parce que vous allez créer de la déception. Ouais. La photographie, c'est pas de la photographie immobilière. C'est de la photographie de tourisme. Il faut que le voyageur ait les yeux qui pétillent quand il voit une photo. Il faut qu'on puisse se projeter. Tu as 2 catégories de voyageurs. Celui qui cherche un toit pour se loger et tu as celui qui cherche à être bien. Et lui, il va chercher des trucs qui vont le changer de son quotidien. Je vois beaucoup de gens qui disent « vous serez comme à la maison ». Mais ils veulent pas être comme à la maison. Ben non. Airbnb contre les hôtels, c'est des trucs où l'État est à la ramasse parce que ça arrivait trop vite. Malheureusement, c'est des institutions qui ont besoin de temps pour traiter les sujets. Donc ouais, je pense que c'est encore trop frais, quoi. Des villes comme Toulouse, Bordeaux, Lille, Nantes, Marseille, Lyon, c'est des villes où il faut pas hésiter à mettre des ronds. Il faut pas acheter le truc pas cher dans une rue minable. Il faut le spot. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Limo sans cravate. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Philippe Coste, qui est un entrepreneur et un professionnel de l'immobilier, qui a fait toute sa carrière dans l'immobilier et qui va nous partager pas mal de choses aujourd'hui, notamment sur la location courte durée. Donc, il est également fondateur de Okia, une conciergerie digitalisée et spécialisée pour les investisseurs. Donc voilà, ça va être un épisode très sympa. Salut Philippe. Salut Philippe. Merci à vous deux de m'avoir reçu. Et comme vous voyez, je suis venu sans cravate. Ah ouais, t'as bien fait, t'as respecté le thème. C'est parfait. Du coup, Philippe, est-ce que tu peux te présenter rapidement ton parcours et après, on ira tout doucement sur... Moi, rapidement, je vais essayer. Donc, oui. Moi, je suis fils d'entrepreneur. J'aime bien le signaler parce que bien souvent, les gens pensent que les gens ont fait beaucoup d'études, etc. Moi, je viens du sérail, du chantier et de la gamate, comme on dit. Je suis né dans une gamate. Mon papa était entrepreneur, donc moi, j'ai fait une partie de ma carrière dans l'entreprise de bâtiment. Et ensuite, j'ai démarré dans la promotion immobilière en faisant des petites maisons, puis plein de petites maisons. Et puis ensuite... comme je suis originaire de Carcassonne, donc on a eu la chance d'avoir un secteur sauvegardé. Donc j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier ancien, à sa restauration. Donc on a fait pas mal d'opérations à Carcassonne. Ensuite on s'est développé sur tout le territoire français. Bon, on a fait une 30aine d'opérations. Pas mal de monuments historiques, restauration de monuments historiques. D'ailleurs, je te coupe Philippe, tant que j'ai la question qui me vient là, mais... Toi qui as connu du coup promotion, construction de maisons individuelles et restauration, réhabilitation. C'est quoi le plus dur ? Alors techniquement, le neuf est plus simple, bien sûr, et l'ancien est plus passionnant, on va dire, plus intéressant parce que d'abord il y a un bâti qui est existant, qui a de l'histoire sur lequel on peut s'appuyer aussi. Pour pouvoir imaginer des décors, des choses comme ça. C'est peut-être plus rémunérateur pour les investisseurs, ceux qui veulent faire de la restauration immobilière, parce que souvent les immeubles sont quand même bien placés, ceux qui savent les choisir. Le neuf, ça va plus vite aussi. Administrativement, c'est très très lourd l'ancien. La restauration immobilière, c'est très très lourd. Surtout quand on est dans des centres-villes, parce que il y a les bâtiments de France, donc il faut passer par des codes qui sont très stricts. Que eux comprennent. En fait, il faut rentrer dans leur jeu quelque part. C'est ça. Mais sinon, j'ai bien aimé les deux. J'étais plus passionné par l'ancien. Okay. C'est peut-être pour ça que j'ai créé Okia d'ailleurs. On va y venir, que du coup, justement, après avoir fait ces opérations un peu partout en France, quelle a été la suite de ton parcours ? Alors, moi j'ai arrêté de faire ce métier-là en 2017 parce que, premièrement, il y a une loi qui a été votée, qui est une loi qui est à l'initiative du lobby des notaires, qui ont voulu garantir les acquéreurs de ceux qui voulaient qui achetaient de l'immobilier ancien et à qui on vendait des travaux. Et donc ça s'appelle la loi VIR, vente d'immeubles à rénover, que peut-être vous connaissez tous les deux.
Et donc cette loi impose toujours d'ailleurs à tout vendeur d'immeubles d'apporter des garanties. Ouais. Garantie d'achèvement, garantie de qualité des travaux, etc. Ouais. Bon. Et nous, on était organisés donc, avec plusieurs structures. Il y avait une structure qui était marchand de biens, donc achetait les immeubles, une structure qui gérait donc, les immeubles et une autre qui faisait les travaux. Ouais. Et donc, les avocats nous disaient attention, si tu es des deux côtés, tu vas être obligé de passer en vire. Et du coup, dans le modèle dans lequel nous, on était installés, en matière de défiscalisation, c'est-à-dire que les gens venaient chez nous parce qu'ils économisaient de l'impôt, on faisait perdre l'avantage fiscal à nos clients en passant en vire, en transformant en vire. Je vois. Et les avocats me disaient, mais c'est pas grave, bon, quand t'es propriétaire, tu restes marchand de biens, tu t'entends avec une entreprise, ils te reversent des commissions, etc. Et moi, c'était un discours auquel je ne croyais pas et qui ne m'intéressait pas, ça ne correspondait plus à l'idée que je me faisais d'une défiscalisation bien montée, sans risque juridique, sans risque de redressement fiscal, etc. Ouais. Et là, bon, alors, plein de petits copains continuent à le faire. Hein, bon. Moi, j'ai préféré arrêter. Je me suis arrêté pendant 2 ans de travailler. Parce que j'avais quelques kilomètres au compteur. T'avais pas mal bourlé. Et donc je réfléchissais. Et puis après la fibre entrepreneuriat a pris le dessus. Oui, toujours. Et tu t'es relancé dans une nouvelle aventure. Donc, comme vous le savez, bon, j'ai commencé à travailler en 2018 sur le modèle en fait de conciergerie parce que, toujours pareil, étant de Carcassonne, je voyais ce marché complètement exploser en fait avec des gens, tout le monde parlait de ça. Enfin, faut louer à nous loue aux Espagnols à Carcassonne qui venaient en masse. Et voilà, je commençais à m'intéresser. Et puis quand j'ai vu les difficultés du terrain, la gestion quotidienne, synchronisation des annonces, la tarification, suivi des voyageurs, suivi des équipes de terrain. Enfin. Voilà, et on a petit à petit travaillé sur toute la partie digitalisation, automatisation des process avec une équipe d'informaticiens, une équipe de marketing également, pour pouvoir bien identifier les propositions de valeur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pouvait apporter nous à des propriétaires. Et puis voilà, on a démarré en 2021 les premiers clients. En fait, on a commencé à servir nos clients en 2021. Donc, si je résume bien, tu as vu qu'il y avait un marché qui était en train de se créer sur la location courte durée, une demande sur la gestion de ces appartements. Et en 2018, tu as commencé à réfléchir et à créer le concept et tu n'as que commercialisé, entre guillemets, ce service-là en 2021. Donc, c'était quand même un pari de lancer ça pendant plusieurs années, de construire le système pour ensuite le lancer. C'est un gros pari. On a travaillé donc 4, 5, 6 personnes pendant 3 ans sur le concept, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voulait proposer, sur les outils, donc développement informatique. Ouais. On a développé nos propres outils informatiques, notamment une application voyageur au début. On a créé l'application pour que nos voyageurs, nos clients soient autonomes. Et ensuite, quand on a été prêt, on n'a pas lancé en bêta, mais bon, on avait un produit qui tournait en fait. Ouais. Et on l'a enrichi. Tous les ans, on enrichit. Jusqu'à ce que le produit soit parfait, quoi, en fait. Parce qu'en fait, tu as identifié des problématiques sur des conciergeries traditionnelles qui géraient les biens. Parce que d'où est venue l'idée de venir automatiser tout ça? C'est ma déformation de gestionnaire qui m'a conduit à ça. Parce que quand j'ai commencé à travailler sur le sujet de la conciergerie, donc au départ c'était pour moi en fait, je voulais le créer pour moi avec mes propres appartements. Et donc quand j'ai commencé à regarder les temps
en fait, qu'il fallait pour gérer, pour accompagner les voyageurs, pour s'occuper des concierges, pour faire la communication aussi avec les plateformes, etc. Je me demandais ce que les gens y trouvaient comme intérêt. Je disais, bon, à part de tout se faire, mais dès que tu commences à voir plusieurs appartements, c'est très compliqué. Et donc, l'idée est venue de là. Et en fait, avant de pouvoir lancer le service, il fallait que les outils soient prêts. Et c'est ça qui prend du temps et de l'argent. Ouais, clairement. Ça 3 ans à payer des développeurs pour avoir le produit, etc. C'est sûr que c'est... Et puis quand tu connais rien à l'informatique comme moi, je n'y connaissais absolument rien, tu te fais avoir parce que tu as des gens qui bossent pour toi, qui te disent « Ouais, t'inquiète, ça va marcher et tout ». Et puis ça marche pas et tu recommences et puis tu prends... Après, à force, t'arrives à comprendre les codes d'un métier. C'est-à-dire que quand tu te lances à l'immobilier, tu crois que c'est facile. Tu dis, je vais voir quelqu'un qui vend, je vais voir un notaire, j'achète, le banquier te prête, hop, et puis je vends. Je vais voir un artisan. Mais non, c'est pas simple. Jamais. C'est ça. C'est pas simple. Il y a toujours des problématiques et on fait souvent le rapprochement entre l'entrepreneuriat et l'investissement immobilier. Mais investir dans l'immobilier, c'est une sorte d'entrepreneuriat, quand on veut... Bien à part. Avec ses codes, avec... c'est ça. Complètement. Moi, j'avais une question, c'est qu'on nous pose souvent la question, nous, quand on accompagne des gens, de savoir est-ce que je dois gérer moi-même mon bien, est-ce que je dois le passer en conciergerie. Du coup, je voulais savoir déjà pour toi, quelle était la définition d'une conciergerie. Qu'est-ce que doit faire une conciergerie, en fait ? Alors, avant de répondre à cette question, je dirais qu'il faut que chaque investisseur se pose lui-même la question de savoir qu'est-ce qu'il a envie. Parce que est-ce qu'il a envie de se concentrer sur son propre business, c'est-à-dire trouver des bons produits, les confier pour pouvoir se concentrer sur quel est son vrai métier. Sa zone de génie, quoi. Voilà, c'est-à-dire que tu peux pas être à la fois un investisseur immobilier et un gestionnaire de biens en courte durée, j'entends. En courte durée. C'est très difficile. Après, nous, on a 3 personas bien identifiés. Les personas, donc, c'est le profil d'un client ou d'une cible. Le premier persona, c'est celui qui a toujours voulu être hôtelier et qui n'a jamais pu être hôtelier. Et il a trouvé dans la courte durée, quelque part, le fait de recevoir les gens, de faire de belles rencontres, de s'éclater en étant au service de l'autre, au service de son client. Voilà. Celui-là, lui, il va plutôt avoir 2-3 hébergements, 4-5, peut-être un petit immeuble, et il va beaucoup s'investir donc côté voyageur, côté exploitation. Lui, c'est pas un vrai investisseur immobilier, mais il existe parce qu'il nous a appelés, donc on sait qu'il existe. Ensuite, il y a le deuxième persona qui est l'investisseur épargnant, c'est-à-dire celui qui va être intéressé par l'immobilier et qui va vouloir gagner plus en faisant de la courte durée. Et lui, toutes les strates, il va vouloir de l'économie. C'est-à-dire qu'il va se dire, moins je paie cher des meubles, moins je paie cher l'immeuble, moins je paie cher un service, plus je vais gagner d'argent. Voilà. Donc lui, parfois il réussit pas. D'accord ? Lui, c'est pas non plus notre client, mais il existe. Voilà. Alors, on a quelques-uns qui viennent parce que, effectivement, quand on a goûté un peu à la gestion à courte durée, on sait que c'est quand même chiant et très chronophage. Et ensuite, il y a le troisième qui, lui, est le vrai investisseur qui ne va pas vraiment se poser les questions que se sont posées les autres, mais plutôt, lui, va dire combien ça coûte, combien ça rapporte. Et il va faire sa petite équation et il va se concentrer à augmenter son patrimoine. C'est-à-dire, il commence par 1, puis 2, puis 3, puis voilà. Et il fait monter petit à petit son patrimoine en s'appuyant sur des conciergeries. Voilà. Et la question, c'était... du coup, c'est bien d'avoir fait quand même ce premier éclaircissement, mais la question, c'était, pour toi, du coup, quelle est la définition d'une conciergerie ? Qu'est-ce que c'est le métier, finalement, d'une conciergerie en courte durée, quoi ? Alors, d'abord, nous, on a fait un benchmarking des forces en présence, c'est-à-dire quelles sont les conciergeries majeures en France. Il y en a à peu près une dizaine.
Et celles-là, ce sont des conciergeries qui se sont professionnalisées en offrant un service complet. C'est-à-dire qu'elles vont tout faire pour le compte de leurs clients. Il y en a une dizaine en France de grosses conciergeries. Nous, pour le moment, on est la plus petite. On a à peu près 200 lots. Et les plus grosses ont 1500 ou 2000 lots. D'accord. Disent-ils. Après, évidemment, on n'est pas dans les comptes. On ne sait pas vraiment précisément. Mais il y a dans ces conciergeries-là, il y en a une qui est assez connue, qui est Lookie, ou Looké en anglais, qui est parisienne à la base, qui a été donc créée par les frères Malfray, qui avaient fait une première levée de fonds auprès d'un investisseur, puis ensuite Nexity était rentré au capital, et c'est Airbnb qui les a rachetés. Ok. Voilà, donc je cite un exemple parce que c'est intéressant, leur histoire est intéressante. Et donc, ils ont effectivement gravi les échelons, ils ont fait monter leur entreprise, leur business. Et puis, finalement, je crois que c'était l'an dernier, fin 2022, Airbnb a mis fin à l'histoire des fondateurs et les a exclus de l'entreprise et a voulu gérer eux-mêmes, ont voulu gérer donc les hébergements de leurs clients, donc les clients Airbnb. Et finalement, ça n'a pas marché. Et ils ont transformé en sorte de franchise en s'appuyant finalement sur des super hôtes, en leur disant vous pourriez gérer d'autres appartements. Donc, ils ont créé une petite franchise. Actuellement, ils en sont là. Ils font à peu près la même chose que ce que nous on fait, mais ils n'ont pas vraiment automatisé. Ouais. Ils sont encore dans le modèle vraiment boîte à clés. Boîte à clés avec suivi des voyageurs, avec du téléphone, avec des centres d'appel, etc. Mais ils n'ont pas vraiment automatisé. Les autres sont plutôt des entreprises qui sont de taille importante, mais leur modèle, c'est des city managers. C'est-à-dire qu'ils ouvrent des centres de profit, ils mettent un collaborateur ou deux, et ils gèrent donc à la mano des appartements, même si derrière il y a du développement informatique, il y a des process, etc. Mais c'est pas automatisé au sens que nous on l'a fait en prenant comme cible ou plutôt comme vision, comme orientation le voyageur. Et ce qui est très important parce que c'est grâce à lui que les logements fonctionnent. Voilà, et on y viendra sûrement tout à l'heure. Mais on n'a pas la même. Nous, on a vraiment on a choisi un axe qui n'est pas l'axe propriétaire. Mais justement, et l'axe voyageur. Quel est le fonctionnement de Okia ? Alors, le fonctionnement. Parce que tu disais que vous êtes plus axé sur le voyageur. Ouais. Mais... Pour nous, le voyageur, c'est le client. C'est lui qui paye. Hein. Donc, c'est pas le propriétaire qui paye, c'est le client. Donc, la conciergerie doit être concentrée sur son expérience. Alors, c'est quoi une expérience voyageur ? L'expérience d'un voyageur, c'est d'abord... Il y a une promesse qui est faite par une annonce. Hein, et cette promesse, il ne faut pas la décevoir. Donc, la première des expériences, c'est quand il arrive, il faut que ce qu'il trouve soit exactement ce qu'on lui a promis. Ouais. Il faut que tout soit parfait, mais pas parfait au sens de dire le ménage, la poussière, chose comme ça. Beaucoup de gens s'arrêtent sur ces problématiques-là, mais en réalité, la vraie problématique, c'est la fonctionnalité. C'est-à-dire il faut que les équipements soient fonctionnels, il faut que le parcours voyageur à l'intérieur de l'appartement il soit agréable, donc il ne faut pas des appartements... Parfois on voit des gens qui disent « Ah, moi sur le T2 je mets 4 personnes ». Mais nous sur les T2 on en met 2. Ah bon, mais oui, parce que vous allez créer de la déception. Ouais. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le confort qui va bien, si l'appartement il n'est pas bien organisé, si d'un premier coup d'œil on ne voit pas comment ça fonctionne, etc., ça peut entraîner des questions, une mauvaise expérience pour le voir. Une mauvaise expérience. Oui, parce qu'il y en a, ils pourraient vendre pour 4 personnes à la place de 2.
Mais derrière, peut-être que le canapé clic-clac, on y dort très mal dessus. Et du coup, ça peut rebondir sur des mauvais commentaires par la suite. Et oui, et il va pas dire que c'est le canapé qui va le décevoir. Il va pas dire que c'est le canapé qui l'a déçu. Il va dire c'est le ménage, c'est l'accueil, c'est ceci, c'est cela. Il va pas dire que c'est le canapé. Parce que s'il dit que c'est le canapé, eh ben, on va lui dire, mais monsieur, vous savez que c'était un canapé, un canapé clic-clac ou convertible. Donc il va plutôt porter son mécontentement sur plein d'autres choses. Ouais, d'accord. Deuxième chose très importante, le confort. Ah oui, ça. Beaucoup de gens ne comprennent pas que le confort, c'est primordial. C'est-à-dire que quelqu'un qui va louer un appartement pour une nuit ou quelques nuits, il veut bien dormir. Donc il y a une attention importante à porter sur la literie. Moi, je vois beaucoup d'hébergements avec des matelas Ikea, avec du mobilier Ikea. Très bien, moi, j'ai rien contre Ikea, hein, c'est pas la question. La question, c'est de se dire, est-ce que c'est confortable, est-ce que c'est accueillant, est-ce qu'on a envie de se jeter dans le lit quand on arrive. Les canapés, c'est la même chose. Un canapé, le lit et le canapé, c'est les deux éléments les plus importants en accueil voyageur. C'est là où on va se reposer. Ouais. Donc, quand tu arrives, tu es fatigué. Bon, si tu commences à te mettre sur le lit, puis tu t'enfonces, ou tu vas dans le canapé, et puis tu commences à te glisser comme ça, tu as le truc de dessous là, qui va en avant. Comme ça chez moi. Et donc, on dit souvent que tout ça est un ensemble qui crée une expérience. D'accord ? Et nous, on est très attachés à ce que le voyageur, quand il arrive, l'expérience qu'il va vivre à l'intérieur de l'appartement, que ce soit des nuitées à 60 € ou que ce soit des nuitées à 300 €, les attentes sont les mêmes. Il faut que les gens comprennent ça. Il faut que les gens qui veulent aller sur cette activité-là, sur ce type de location, il faut comprendre la location de courte durée, de tourisme, etc. C'est pas de l'immobilier, c'est du tourisme. Ouais, carrément. C'est le petit cousin de l'hôtellerie. C'est ça. Parce qu'on va attendre du confort, on va attendre du service. Ce qui est beaucoup plus important, en fait, finalement, c'est d'avoir une très bonne literie plus qu'une belle décoration. Alors, les deux sont importantes, bien sûr. Mais c'est un tout, en fait. Mais ça que tu dis, parfois, nous, on voit des hébergements avec une déco pas terrible, mais quand même, les gens sont contents. Ouais. Parce que les goûts sont dans la nature. Nous, ça va nous plaire, l'autre, ça va pas lui plaire. Puis comme tu dis, c'est si c'est en cohérence avec le prix du marché, l'annonce, les gens, ils s'attendent à ça, ils ont réservé pour ça. Donc, si ça correspond aux photos... Voilà, il faut que ça corresponde à la promesse. Ouais, voilà. Tout simplement. Si tu as des photos qui sont... des images qui sont... aussi, on pourrait disserter sur les images. On est très chiant chez OK avec ça. Même si on a des contre-exemples. Peut-être on en parlera. Mais... Oui, on peut. Donc, la photographie, c'est pas de la photographie immobilière. Ouais. C'est de la photographie de tourisme. C'est-à-dire qu'il faut que le voyageur ait les yeux qui pétillent quand il voit une photo. Il faut que la photo, la représentation de l'appartement ou de la maison, elle soit... On voit les espaces. Il faut qu'on puisse se projeter et pas voir des meubles. Ouais. Moi, je vois quelquefois des annonces de propriétaires avec... tu vois en gros, tu vois le fauteuil ou tu vois le lit en gros. Ouais, mais bon, ok, mais comment je me déplace, où je vais mettre la valise, enfin, les questions sont des questions pratiques. Ouais. Et si on a ça en tête, on réussit mieux ces aménagements et les propositions qu'on fait, elles sont bien meilleures. Bien sûr. Je vois, donc le confort, ça fait partie des choses très très importantes. Les équipements fonctionnels, on en parlait tout à l'heure. Oui. Tu mets une télé où il y a 2 télécommandes. Ah oui, alors des fois il allume à l'envers, donc ça marche pas. Si tu as une plaque chauffante où c'est compliqué, il va pas comprendre, il va commencer à s'énerver, et puis c'est là qu'il va dire ah oui, mais c'est sale. Voilà. C'est du tourisme et il faut que le confort il soit là. Et je répète, que ce soit des petits prix ou des prix très élevés. Les attentes sont les mêmes. C'est terrible, mais c'est comme ça.
Aujourd'hui, est-ce que vous refusez des logements qui ne sont pas dans les standards justement de... Plein. Ouais. Plein. C'est triste. Dans mais les standards de la courte durée pour être performant, quoi. Pourquoi on les écarte en fait? C'est ça qu'il faut comprendre. Oui. C'est pas dans l'intérêt unique de l'entreprise, de l'exploitation d'Okia. C'est dans l'intérêt du client, du propriétaire, en fait. Parce que nous, on ne veut pas accompagner des gens vers des échecs. Ouais. Il faut les accompagner vers le succès. Et le succès, c'est effectivement, si on te dit tu vas pouvoir faire 30 000 euros par an, par exemple, il faut que tu les fasses, quoi. Ouais. Mais si tu ne mets pas en face les conditions les moyens pour y arriver, tu n'y arriveras pas, quoi. Ouais, et puis si ça rejoint ce que tu disais dans votre logique de on met le voyageur en premier. Bien sûr. Si tu penses déjà au voyageur, tu sais que cet appartement-là ne va pas lui correspondre, quoi. Donc, Alors, c'est encore un autre sujet dans l'investissement. On en parlait un peu avant de démarrer l'entretien. Regarder un investissement en courte durée, c'est un peu comme quand on investit dans l'immobilier, c'est l'emplacement déjà. La première des choses, un bon emplacement. Alors, il ne faut pas le regarder comme, par exemple, je vais acheter une adresse sur les Champs-Élysées. Il faut regarder par rapport aux points d'intérêt. C'est-à-dire, dans une ville, il y a toujours des points d'intérêt. Je vais parler de Carcassonne, mais tu as la cité de Carcassonne, par exemple. Ouais. Et tu as la Bastide Saint-Louis. Donc, tu as 2 pôles attractifs à Carcassonne qui sont là où beaucoup de touristes vont. La cité, parce que c'est la cité, donc ils vont visiter les murailles, etc. Bon, la cathédrale qui est à l'intérieur. Et ensuite, tu as la Bastide qui est la ville basse, où là, tu as le shopping, les restaurants. Voilà. Bon. Si tu te mets dans un endroit où il n'y a pas, par exemple, de facilité d'accès vers les points d'intérêt, il n'y a pas de parking, la rue est mal fréquentée, même à l'intérieur d'une ville, même à l'intérieur d'une zone. Sûr. Ah, mais complètement. Des fois, c'est à une rue ou à un quartier près. Oui. J'ai refusé à Perpignan 3 hébergements d'un Instagrammeur qui aurait pu me massacrer, d'accord, que peut-être tu connais et que d'autres connaissent. Je me suis presque fait incendier. Mais cet immeuble était vraiment à la limite du quartier gitan à Perpignan. Ouais. Et dans l'immeuble, il y avait des familles gitanes. D'accord. J'ai rien contre les familles gitanes, mais leur façon de vivre et leur façon d'occuper l'espace n'est pas compatible. Avec de la courte C'est pas durée. compatible avec un voyageur. Si tu as deux petites américaines qui arrivent ou anglaises ou espagnoles qui arrivent, qui veulent visiter le Palais des Rois de Majorque à Perpignan, et elles arrivent, il y a un chien qui aboie tout le temps là, et des gens qui crient derrière une porte, c'est pas compatible. Sûr. Tu vois. Clairement. Donc l'immeuble, l'emplacement, point d'intérêt. Les points d'intérêt, ça c'est très important. Plus on est dans l'axe, je dirais, du point d'intérêt, plus on a de chances de réussir le coup. Ensuite, il y a le volet donc, de l'appartement lui-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va proposer ? Quel est le type de projet qu'on veut mener et qu'est-ce qu'on va créer qui va correspondre à une cible ? Faire une annonce sur les plateformes, sur les OTA, c'est pas le bon coin. Donc, il faut créer un produit qui va correspondre à une cible. Beaucoup de gens, dans l'imaginaire collectif, pensent que les voyageurs calculent leur prix en divisant le nombre d'occupants par le prix à la nuitée. Non. Ben non. Même moi, j'ai fait ça sur des grands logements et tout. Eh ben non. Alors oui, dans certains cas, je dirais. C'est-à-dire, tu pars à la mer avec des copains, vous êtes 4 ou 5 couples, tu loues une grande maison, tu dis ça va nous coûter tant par couple. Ok. Mais quand tu pars avec ta copine ou quand tu pars avec tes enfants, ça marche pas comme ça. C'est pas du tout pareil. Ils vont regarder surtout comment ils vont loger. Alors, si tu as par exemple une famille avec ou par exemple 2 couples qui louent un T2,
Il y en a un qui va aller dans la chambre, l'autre il va aller sur le canapé. Eh bien, tu peux être sûr que celui qui va aller sur le canapé, il va pas être content. Et il va le dire. Alors, si par chance, c'est pas celui qui a loué, ça va. Mais si c'est celui qui a réservé, c'est lui qui va se plaindre. Il va dire oui, c'était pas mal, mais bon, le canapé était dur. Enfin, voilà. Donc, l'appartement, il faut qu'il soit conçu en fonction de la cible de voyageurs qu'on vise. Très ça, bien. C'est important. Et du coup, là, on a parlé beaucoup d'attractivité des villes dans lesquelles on peut investir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la courte durée n'est pas en train de se réinventer avec des logements justement à thème ou atypiques où les gens ne vont pas forcément dans le logement pour visiter la ville, mais dans le logement pour avoir une expérience, en fin de compte. Effectivement, nous, on pousse beaucoup nos clients, en fait, les gens qui arrivent avec des projets, parce que quand ils arrivent avec des appartements terminés, on peut pas trop intervenir, mais quand ils arrivent suffisamment en amont chez nous, on les conseille beaucoup sur ce que nous on appelle la proposition de valeur. C'est-à-dire qu'est-ce que tu vas faire que le client va choisir ton hébergement plutôt qu'un autre. Et c'est ça qu'il faut comprendre, qu'il faut essayer d'identifier. Et donc, on se sert et on s'appuie sur des thèmes. Alors, la thématique, c'est un mot qui est beaucoup employé sur les réseaux sociaux par rapport à la conciergerie, etc., par rapport à la location courte durée. Mais le thème, c'est une chose. Ce qui est important, le thème pour moi, c'est soit un décor, ça peut être aussi ce que tu proposes de faire dedans. Mais moi, je serais plus tenté par une approche plus globale, en fait, en proposant une expérience plus qu'un thème. Parce que le thème, c'est une chose, l'expérience, alors, on ne parle pas de l'expérience forcément, ce qu'on a parlé au tout début, mais plutôt d'une expérience de sensation. C'est-à-dire que les gens vont venir dans l'hébergement parce que tu proposes ça. Exactement, c'est ça. Voilà, parce que tu as deux catégories. C'est là où je voulais en venir, Tu as deux catégories de voyageurs. Tu as celui qui cherche un toit pour se loger. Et tu as celui qui cherche à être bien. Et lui, il va chercher des trucs qui vont le changer de son quotidien. Exactement. Je vois beaucoup de gens qui disent « vous serez comme à la maison ». Mais ils ne veulent pas être comme à la maison. Ben non. Quand tu vas à l'hôtel, tu veux pas aller à un hôtel qui ressemble à ta maison. Non, mais c'est sûr. Voilà, tu veux un truc qui te change. Tu veux profiter, tu veux que ça change de ton quotidien. Donc, tu peux proposer des expériences et il y en a... Il y en a à l'infini. Il y en a qui ont fait des thématiques sur Harry Potter, Alice au Pays des Merveilles, Star Wars, on en parlait ce matin. On vous invite à aller écouter l'épisode avec Alexandre et Anthony Ducreux si c'est un sujet qui vous intéresse. Mais effectivement, on a évoqué plein de trucs. Par exemple, je crois que c'est Anthony qui faisait une ciné-room. Donc, un appartement où à l'intérieur, il y a une salle de ciné privative avec le grand écran, le son qui va bien, etc. Nous, on en a une à Reims. on a un appartement avec un home cinéma. Donc c'est une salle à part en fait dans l'appartement. C'est ça aussi. En fait, c'est la cave où il exploitait la cave, où il a mis un grand écran, il a mis du bon son, il a mis des bons fauteuils, etc. Voilà, ça c'est une expérience. Il y en a beaucoup. Il y a les balnéos aussi. Oui, les love rooms, les jungle. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et c'est vrai que c'est rentable, mais à condition que ce soit très bien conçu. Je vois. Parce que nous, on a eu un échec alors je crois que c'était à Rouen, où on a un investisseur qui est arrivé chez nous. Je vais faire une love room, etc. Bon, il dit, vous voulez qu'on vous aide ? Non, mais je gère. Je gère, pas de problème. Et puis il nous sort une love room bleue. Ok. Bon, déjà bleu. Bon, et puis un bleu, pas un bleu sympa. Ok. Et du coup, il prend un appartement, c'est un T2, bien placé, immeuble sympa.
Et puis l'appartement, une catastrophe. On avait, valorisé 160 € la nuit. Ouais. À 120, on n'avait pas de clients. Wow. C'était catastrophique. Donc vraiment, en fait, quand on veut faire, finalement, quand on veut spécialiser et avoir une thématique, il faut quand même s'y prendre bien en amont sur la conception du projet pour éviter justement de se planter, entre guillemets, sur... Parce qu'après, derrière, on a un business plan aussi en tant qu'investisseur. Si derrière, on a prévu de louer 160 et qu'en fin de compte, même à 120, c'est compliqué, bon, ça peut parce qu'une fois de difficile. plus, il ne suffit pas de dire je mets une balnéo, je mets un sauna, je mets une table de ping-pong, je mets un billard, peu importe. Je fais un décor Bali avec un parterre de sable, etc. Il faut comprendre comment va vivre son séjour, comment le voyageur va vivre son séjour. Ouais. Si tu mets une balnéo, il fait quoi quand il sort de la balnéo, le mec ? Il se caille, il lui faut un truc. Bien sûr, il faut des peignoirs, des chaussons, voilà, tout ce qui va avec. Tout aille avec. Ouais. Et tu lui mets un grand écran, à la limite, il passe 2 heures dans le bain avec des bulles, là, il se regarde un film. Ok, mais voilà, il faut toujours, c'est très important de bien comprendre le fonctionnement psychologique. C'est-à-dire, tu fais quelque chose, il faut que le gars rentre dans ton dream, dans ton rêve. Ouais. Sinon, ça passe à côté, quoi. Ouais, ça rejoint ce qu'on avait dit justement avec Alexandre Anthony dans l'autre épisode, c'est que tu peux pas faire de la typique et le faire à moitié. Tu peux pas faire il faut aller à fond. Exactement. Il faut aller au bout du concept. Il faut que l'expérience elle soit complète. Si tu fais qu'à moitié, ça marche pas, quoi. Ça me fait penser à quelque chose. Je viens d'avoir un flash que beaucoup de gens, et ça va intéresser tes auditeurs, beaucoup de gens pensent qu'ils vont faire de la LCD, ils vont dire je vais tester. On ne peut pas tester de la LCD. C'est intestable. Pourquoi ? Parce que, tu ne peux pas tester en disant je mets un petit billet de 5 000 € et je vais voir. Ça, c'est sûr que ça ne marche pas. Par contre, et ils se disent aussi, finalement, je ferai autre chose. Quand tu fais de la courte durée, quand tu fais du tourisme, il faut y aller à fond, quoi. Tu peux pas dire je vais tester. Ça ne marche pas tester. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. C'est que d'abord, comme je disais tout à l'heure, tu peux avoir un produit qui a du mal à démarrer parce qu'il y a des petits trucs qui déconnent. Ça, tu corriges en fait. Tu corriges. Et après, ça marche. Si par ailleurs tout est bien réalisé, évidemment. Mais si tu fais pas les choses avec vraiment une pensée d'un vrai exploitant hôtelier, tu vas te planter, quoi. Ça peut pas se tester, la courte durée. Et est-ce que tu penses que tu peux pas quand même prévoir un projet, c'est-à-dire que déjà qui tourne entre guillemets en location classique, te dire je vais le meubler quand même, je vais bien l'équiper, etc. Je vais le mettre en LCD. Si ça marche pas, j'ai mon plan B, tu vois, en mode location longue durée, quoi. Très bonne question. Alors pour la typique, on est d'accord, ça marche pas, mais... Très bonne question. Alors, chez nous, on appelle ça, si tu veux, tu as deux produits, en fait. Tu as le confort, donc ce que tu dis un peu, et après, tu as l'expérience. Oui, c'est-à-dire, des produits atypiques, des produits avec beaucoup de valeur, etc. Bon. Autant le confort, on va oublier atypique, mais autant le confort, il est réversible. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu fais un truc pour la LCD, demain, tu veux le louer autrement, ça marchera toujours. C'est ça. La réversibilité, elle est impeccable, je dirais. Et même, elle est... même plus, Plus, quoi. Parce que quand tu vas équiper un appartement pour des touristes, pour du tourisme, forcément, la qualité, elle sera meilleure. Donc, le jour où tu vas... si un jour, ça déconne, le marché déconne, tu te dis, bon, je change, ça marchera. Le contraire ne marche pas. Oui, c'est ça. C'est ça qui est terrible. Je vois des gens arriver chez nous avec des projets de co-living, par exemple. Étudiants, jeunes, les jeunes entrepreneurs ou autres qui cherchent à se loger, etc., avoir des coûts plus réduits. Ça ne marche pas non plus. Dans ce sens, ça ne marche pas. C'est-à-dire dans le sens co-living vers LCD, ça ne marche pas. En fait, chez nous, on n'y est pas arrivé. On a déjà vu, mais on n'y est pas arrivé. Parce que
c'est pas conçu pour la même utilisation. Ouais, je vois. Donc attention. Et d'après ton expérience et de ce que tu vois aussi, aujourd'hui, c'est quoi les logements qui fonctionnent le mieux, qui cartonnent? Sans parler d'emplacement, mais plutôt de thématique. Parce qu'on sait que l'emplacement peut jouer quand même. Ce qui cartonne vraiment, qui marche vraiment, ouais. c'est les appartements qui sont confortables. Ok. D'accord, où on n'a pas hésité à mettre vraiment le paquet en confort, qui sont bien conçus en termes d'organisation spatiale et qui correspondent à une cible. Ok. C'est-à-dire que si tu dis je vais accueillir 2 voyageurs, il faut que tout soit parfait pour 2. Ouais. Si tu dis 4, tout pour 4, et etc. Ouais. Voilà. Et ça, c'est la base. Mais c'est difficile de répondre à cette question. C'est comme quand on me posait la question. J'ai eu deux contacts hier, 2 appels hier. Ils me disent aidez-moi, dites-moi où je dois investir, qu'est-ce que je dois faire. Alors, quelle ville, quel produit? Ouais, il y a 39 000 communes en France. Ouais, et les produits. Nous, on est sur 80 villes. Bon, déjà, je dis, bon, voilà. Donc, les appartements qui cartonnent, c'est ceux qui sont faits avec intelligence, qui sont bien réfléchis, qui sont sans adaptés. Rentrer forcément dans une thématique. Non. Non, ça reprend ce que tu disais tout à l'heure, de toute façon. Confort, fonctionnel, c'est ça. Et qui répond aux attentes et qui de répond la aux cible attentes. En question. Ouais. Très bien résumé. Non, mais c'est pas la peine d'aller faire forcément du thème ou autre. Le thème, c'est pour, je sais pas, tu as déjà 2-3 apparts, par exemple, tu vois, tu en fais un 4e. Là, ça vaut le coup parce que ton risque est faible. Ouais, tu diversifies. Tu diversifies un peu. Et puis, ça peut tirer les autres vers le haut, surtout s'ils sont dans le même immeuble. Ouais. Ça peut tirer, entre guillemets, le reste vers le haut. Faut savoir quand même que quand c'est réussi, c'est 2 fois là, le revenu. Hein. Ouais, ben oui. C'est le double. Hein. Ouais, clairement. Nous, on a un appartement que tu connais à Narbonne. Oui. Hein, je vois. Je ne veux pas le citer parce que qu'il soit copié. Mais il fait 60 000 euros par an. 31 mètres carrés. 31 mètres carrés, 60 000 euros par an. Ouais, donc c'est énorme. Hein. Tu te poses des questions. Ouais, c'est clair. Ouais. Ceci dit, tu peux pas en faire des kilos et des kilos parce qu'il y a pas, après, voilà, tu peux pas tout faire comme ça, quoi. Non, bien sûr. Ouais. Mais parfois il y a des zones. Moi, quand je fais une étude de marché, par exemple, nous on a un outil de scrapping. Hein, c'est un outil qui va scraper Internet. Ouais. On va chercher tous les produits concurrents. Ok. Et comme critère, on met par exemple jacuzzi. Donc, on voit si le marché en a beaucoup ou pas. Ouais. Et là, en fonction de ça, tu dis, ça vaut peut-être le coup de faire une jungle, une love, tu vois. De se démarquer de la concurrence, quoi, en fait. Oui, c'est sûr que si t'as déjà 100 apparts avec des jacuzzis, bon, tu vas pas leur mettre un. Dans l'histoire des produits atypiques, par exemple, nous, on a fait un appartement, j'étais encore ce matin à Toulouse, dans l'ancien immeuble où il y avait Air France au rez-de-chaussée, en bas des allées Jean Jaurès, je vois très bien. au 7e étage, avec une vue sur Wilson, les toits de Toulouse, etc. Et c'est un appartement qu'on a décoré années 70 avec en fond Andy Warhol. On l'a appelé The New Yorker, enfin le New Yorker. Et on l'a meublé avec du vintage. Et voilà, et c'est un appartement, puisqu'on est toulousain, on va pouvoir... C'est un appartement qu'on va louer 200 € la nuitée. 31 mètres carrés. Ouais. Mais il est hyper bien fait. Et très bien placé aussi. Et très bien placé. Le parking au pied de l'immeuble, le métro, la navette aéroport. L'hypercentre. Enfin, y a tout. T'as les cinémas, les restaurants, les zones de shopping. Ouais, c'est pour le coup. Là. Mais tu vois, par exemple, dans cette expérience-là, on a pris le parti de ne pas mettre de table de cuisine. Ok. D'accord. On a mis un petit bloc cuisine où il y a le nécessaire pour remettre en température. D'accord. On a mis, par contre, on a fait un salon top. On a changé 2 fois le canapé parce que ça allait pas. D'accord. Après le canapé, non. On pas la vie à l'autre. On a fait le coin de nuit avec un super lit.
avec des couettes épaisses, avec des coussins épais, une belle tête de lit avec des liseuses. On a mis des prises pour les recharger les téléphones. Ouais. On a double télé, 31 mètres carrés. Double télé. C'est vrai, 31 mètres carrés. Un petit coin pour travailler. Donc là, tu cibles une clientèle. Le mec, il va dire tout de suite, ça c'est pour moi. Tu vois ? Et justement, je voulais en venir, tu as parlé de cuisine. En fin de compte, dans un logement en location courte durée, est-ce que la cuisine est importante ou pas forcément question, Vaut mieux mettre l'argent ailleurs. Alors, moi je pense que dans les petits appartements, je vois parfois des cuisines qui sont aussi grandes que les chambres. Pour moi, je préfère mettre l'espace dans le salon. D'accord. Parce qu'il y a 2 éléments de repos, c'est le salon et la chambre. Ouais. La cuisine, il faut qu'elle soit bien équipée, on va dire, c'est-à-dire l'eau chaude, l'eau froide. Ouais. Voilà, moi je suis plutôt partant pour mettre par exemple un petit lave-vaisselle. Ouais. Je vois des fois des gens arriver dans des T2 avec des lave-linges. À la place du lave-vaisselle. Eh ouais, ça sert à rien. Ouais. C'est pas utilisé. Un micro-ondes, il faut pas qu'il soit trop petit. Ouais. Il faut que ce soit suffisamment dimensionné. Si il fait four pour gratiner des plats, c'est mieux parce que tu fais des pâtes. Voilà, tu mets un peu de râpé, tu mets ça. Donc mets c'est ça important quand même parce que moi je pensais que voilà les voyageurs en location courte durée, ils allaient plus au restaurant ou se commander des plats que cuisiner. Bon, il y en a qui doivent cuisiner bien sûr, mais pourquoi le lave-vaisselle ? Parce que, alors ça c'est mon côté un peu feignant, je dirais, c'est que j'ai horreur de faire la vaisselle. Ouais. Tu vas dans un hébergement, tu te fais livrer à manger, par exemple, tu vois, ou tu vas au resto, mais le matin tu déjeunes. Ouais. Donc tu vas salir un bol, un verre, un couteau, une fourchette, une petite cuillère. Ça fait vite 5-6 trucs à nettoyer. Tu restes de nuit, ça fait 10. Ouais. T2, ça fait 20. T2, ça fait 20. Putain, c'est chiant la vaisselle à faire. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc ça fait partie de l'expérience. Ouais. C'est-à-dire tu facilites la vie de ton occupant. C'est ça qui moi c'est ma phobie, c'est être bien. Moi-même quand je voyage, ça m'insupporte. Je n'aime pas être bien. Je préfère faire des durées plus courtes, mais être bien quoi. Tu vois. Ouais. Tu vas te foutre dans un truc où t'es pas bien, où t'as pas de confort. Donc il faut privilégier ça. Pour moi, c'est la base. C'est une bonne et la cuisine, bon. En fait, encore une fois, il faut qu'elle soit fonctionnelle et adaptée aux besoins de l'appart. Tu vas pas faire... cible. La cible. Oui. Si tu vises les familles, une famille avec, par exemple, tu as papa, maman, la grand-mère et 2 petits-enfants qui voyagent parce qu'ils vont visiter une commune. Ville. Bon. Eux, ils vont peut-être à midi, ils vont aller manger une pizza, un sandwich, un truc pour visiter. Le soir, ils vont se faire manger. Ouais. Donc là, effectivement, il faut quand même leur amener du confort pour ça. Ouais. Voilà. Donc, il faut bien cibler. On en revient au... Ouais, c'est pareil, c'est ciblé. Pareil, sur un logement avec une balnéo, un petit appartement, peut-être la cuisine n'est pas forcément... C'est pas forcément... je viens de te donner exemple avec le New Yorker, où on n'a pas mis... on a mis vraiment une micro-cuisine. Je vois. Fonctionnelle, mais... Fonctionnelle, il y a ce qu'il faut, c'est bien rangé, mais c'est pas... Bon, on ne vient pas... voilà. Je comprends. Pas payer mettre 20 000 euros de cuisine aménagée. Ouais, c'est sûr. Après, ça dépend, une fois de plus, à qui est destiné l'hébergement, dans quelle ville, pour quel type de séjour. Est-ce que c'est plutôt une nuit, 2 nuits, 3 nuits, ou est-ce que tu vises plutôt, mettons, des midweek ? Tu peux avoir tu t'en vas avec des copains, voilà, tu fais du midweek. Là, bon, effectivement, il faut être plus confort, mais ça va dépendre de ce qu'on vise. Avant de rebondir et de parler de Okia, j'aimerais te poser une question sur comment tu vois l'évolution de la location courte durée. J'ai vu que ton dernier post aussi à LinkedIn sur les réglementations et tout ça, donc je voulais avoir un peu ton avis là-dessus. Alors, c'est un sujet vaste, mais pour essayer de le vulgariser,
il y a d'abord un problème de marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on fait beaucoup d'études chaque fois, de villes, etc. Avant de rentrer en hébergement, on étudie tout le temps son potentiel. Ouais. Parce qu'on n'accompagne pas des gens vers l'échec, on les accompagne vers le succès. Et donc, on voit bien l'évolution exponentielle du nombre d'hébergements. Ouais. C'est devenu J'ai l'impression que tous les propriétaires immobiliers veulent faire de la LCD. Il ne va pas y avoir de la place pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire que quand tu vois des villes comme moi, je fais des études, par exemple, en juin. Je fais une étude en juin, là, je n'ai pas de ville en tête, mais on ne va pas citer une ville, mais je dis, il y a 1000 logements, il y a 1000 offres. Mm-hmm. Tu fais 2 mois après, tu en as 1002. Mais qu'est-ce qui se passe, enfin, 200 de plus dans une ville, on va dire, moyenne. Ouais. Donc, il y a un effet, une attirance pour ce type d'activité, ce type de location, qui est assez inquiétante, on va dire. Ouais. Hein. Donc, il faut faire attention, justement, et je dis souvent, c'est les meilleurs qui s'en sortiront. C'est-à-dire que ceux qui auront bien compris ce qui doit être fait. Ouais. Encore une fois, le voyageur, on revient aux fondamentaux. On ne marche pas sur une jambe, on marche sur 2 jambes. Hein, donc, il faut avoir les pieds bien sur terre et dire, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je propose. Trop de gens pensent que c'est facile. Donc le marché, ce marché-là, et donc la réglementation par rapport à ce marché, la réglementation, il faut bien penser, elle est surtout pour les grandes villes. Ouais. Ouais, complètement. Les villes de plus de 200 000 habitants. Par exemple, Toulouse, Bordeaux, à partir du mois de novembre. 1er novembre. Il y a la loi de compensation. Voilà, ils veulent appliquer la loi de compensation. Bon, la loi de compensation, elle est discutable. On le sait, à Paris, la ville de Paris a fait des procès à tous les tous. Ouais. Il y a 65 000 logements à Paris, il y a eu 1000 ou 1200 procès. Ils en ont perdu 500. Hein. D'accord. Okay. Voilà, parce que pour réclamer à quelqu'un une compensation, ils se fondent sur le fait que tu retires un hébergement du marché locatif classique pour le mettre au marché locatif touristique. Oui. Bon. Mais faudrait-il prouver qu'avant, il était destiné au marché de la location classique. Oui, d'accord. Et donc, les avocats se fondent sur la déclaration H2, d'accord, et sur la situation avant 1970. D'accord. Donc, il y a matière à discussion. C'est pas non plus... C'est pas si simple pour les villes. Hein. Ouais, c'est facile de faire des il y en a beaucoup qui disent dans les grandes villes, cas, ça fait peur. La courte durée, c'est mort. Ça fait peur. En tout cas, ça fait peur aux investisseurs. Ça, oui, mais clairement. Oui, ça fait peur parce que tu n'as pas envie d'être embêté. Enfin, c'est ça. Si tu investis... tu veux faire les choses dans les règles de l'art. Et puis, si tu pars en te disant je vais investir, déjà en te disant je vais investir dans du Airbnb et qu'on te dit, je sais pas en gros si dans 1 ou 2 ans je pourrais toujours louer, c'est sûr, tu vas ailleurs. Soit tu vas ailleurs, soit tu changes ton projet. Mais... Moi, je pense que c'est un marché en fait qui n'est pas organisé pour le moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organisation syndicale ou d'organisation professionnelle qui défendent le secteur. C'est un secteur dispersé. Il n'y a personne qui contredit finalement. Mais quand on regarde bien Toulouse, moi je suis effaré d'entendre que c'est à cause du Airbnb que les gens ne peuvent pas se loger. Non, mais de qui se moque-t-on ? Il y a 90 000 appartements. Oui, c'est ça. 90 000 appartements qui paient la taxe sur le logement vacant. Commencez par vous attaquer à ça. Oui, bien sûr, mais c'est plus facile de taper sur... mais bien sûr, et quand on voit la représentation du nombre de logements à Toulouse et du nombre de logements qui sont exploités en location courte durée, mais ça représente très peu, un petit pourcentage. Oui, et puis voilà, de toute façon, c'est pas ça qui fait séance entendue. Oui, c'est pas ça qui va résoudre le problème du logement, ça c'est sûr. Non, il y a bien d'autres problèmes qui sont directement liés. D'abord, les propriétaires, je ne parle pas des investisseurs, mais je parle plutôt des propriétaires, on va dire,
traditionnels d'immobilier, ceux qui ont de l'immobilier depuis longtemps, qui le mettent en location, ils disent pour la retraite, etc. Tout cela, en fait, ils veulent plus louer parce que ils sont taxés. Quand un locataire ne paie pas, tu peux pas le mettre dehors. Il dégrade. T'es super fiscalisé. Ah oui. Donc tu veux relancer le logement classique, le bail civil, tu commences par faciliter la vie des gens. Et là, tu vas en trouver des logements. Ouais. Pourquoi s'en prendre au Airbnb ? Il y a une espèce de bashing lié à la jalousie, je pense, et aussi à l'imaginaire. Tu dis, il s'enrichit sur le dos des autres. Moi, je ce salaud de propriétaire. Je pense que ça vient de là, ça vient d'un imaginaire où en mode le Airbnb c'est l'Eldorado et du coup si t'en fais, tu piques l'argent, tu vois, mais bon. C'est ça, tu gagnes de l'argent vite, tu t'enrichis vite. Bon, la réalité, voilà, c'est pas la même chose. Non, c'est pas du tout ça. La réalité, elle est totalement différente. Mais du coup, ton avis sur la réglementation, c'est que, pour l'instant, en gros, c'est encore un peu le flou, même dans les villes où ça commence à s'appliquer, dans les grosses villes. J'ai fait un article la semaine dernière, je sais pas si vous l'avez vu sur LinkedIn, où donc la ville de New York a interdit donc de manière détournée l'exploitation de logements en courte durée. Moi, je pense que d'abord, quand on regarde de près les trucs, on voit bien quand même que derrière, c'est toujours un peu le même truc. C'est à cause de la pénurie de logements, c'est à cause d'Airbnb, etc. Bon, c'est bien sûr faux. Mais surtout, on voit bien que ça ne pourra pas... Enfin, à mon sens, tant que l'État ne prend pas sa part du gâteau, c'est ça qui pose problème. Et curieusement, si on regarde tout ce qui se passe en France, par exemple, dans les villes qui sont concernées, les villes de plus de 200 000 habitants, on voit bien que l'État, ça n'est pas mêlé, c'est les mairies qui prennent des arrêtés, etc. Bon, l'État, il faut que l'État s'intéresse au marché et dise on va créer un code, un règlement, etc. Et on va faire organiser la collecte d'impôts. Parce qu'aujourd'hui, franchement... la taxe de séjour. Ouais, non, mais là, c'est pas un impôt. C'est payé par le voyageur. Il y a quand même... Et ça alimente les caisses des offices de tourisme. Okay. Oui, non, mais ça c'est différent en plus. Mais par contre, t'es quand même fiscalisé sur les loyers que tu vas rentrer. Sur les revenus, Sur les revenus. Ouais, mais... Bien sûr, t'es fiscalisé, mais t'es pas aussi... Enfin, je sais pas comment dire. C'est quand tu fais 2 colonnes, je suis sûr que si tu auras la pression fiscale sur le classique et la pression fiscale... oui, forcément. Elle est beaucoup plus élevée. Oui, ça c'est sûr. Tu peux faire du LMP, LMNP, enfin... meublé de tourisme. Tu peux faire aussi le statut par hôtelier aussi. Oui. Nous, on est en train de travailler dessus aussi pour certaines catégories d'investisseurs qui en ont besoin. Tu peux récupérer la TVA, tu peux faire de l'amortissement. Enfin, c'est des règles différentes. C'est vachement plus ouvert. Et après, si tu n'es pas trop mauvais en montage juridique, tu peux faire des SCI, des holdings. Bien sûr, alors que quand tu es propriétaire d'un appartement que tu loues comme ça, en bail classique... c'est pas du tout la même optimisation. C'est la même optimisation. C'est pas pareil. Dans ce sens-là, je comprends du coup. Il y a c'est-à-dire que l'État, le gouvernement, enfin les technocrates, etc., qui nous dirigent, ils n'ont pas encore pris conscience... ou plutôt ça les intéresse pas. Enfin, ça, à mon avis, ça les intéresse, ils vont pas tarder à y mettre leur nez dedans. Mais c'est plus facile le reste que ça, quoi. En fait, je pense. Puis c'est plus facile de s'asseoir sur les trucs qu'on sait faire que d'aller gratter un marché que tu connais pas, en fait. Ouais, et puis voilà, c'est des institutions. Il y a pas de TVA t'as pas de TVA sur les séjours, alors que les hôtels l'ont. Ouais. C'est vrai. Rien que ça, de ces 4 matins, ça va arriver. Ils vont dire, oh les gars. Là, mais en fait, pour moi, c'est tous les nouveaux marchés du type ubérisation de plein d'industries qui existaient déjà, comme les taxis avec les Uber, Airbnb contre les hôtels. C'est des trucs où l'État est à la ramasse parce que ça arrivait trop vite. Trop vite.
Et malheureusement, c'est des institutions qui mettent quand même, qui ont besoin de temps pour traiter les sujets. Donc ouais, je pense que c'est encore frais, c'est encore trop frais, quoi. Oui, ça viendra. De toute façon, il y aura très très certainement D'ailleurs, il y a les commissions du Sénat qui ont commencé à faire des recherches, enfin des études. Ils ont commandé des analyses, ils ont donné des missions à des gens pour aller étudier le marché, etc. Donc forcément, il y aura du mouvement de ce côté-là, ça c'est sûr et certain. Ok. Bon, eh bien, à surveiller. Donc tant qu'à faire, toi, tu conseilles quand même de privilégier les villes moyennes en dessous de 200 000 habitants, quoi. Ou pas? Il n'y a pas de règle. Non, il n'y a pas de règle. Okay. C'est-à-dire, si tu investis dans des villes comme Toulouse ou Paris, moi, je ne sais pas si c'est fait. Paris, à mon avis, c'est très compliqué. Ouais, non. Déjà, c'est très compliqué, mais si des villes comme Toulouse, par exemple, Bordeaux, Lille, Nantes, Marseille, Lyon, c'est des villes où il ne faut pas hésiter, en fait, à mettre des ronds. Ouais. C'est-à-dire, il ne faut pas acheter le truc pas cher dans une rue minable. Il faut le spot, quoi. Ouais. Mais le spot. L'emplacement, on en revient à la même chose. Un beau spot, hein, à Toulouse, tu trouves un dernier étage avec une terrasse avec les vues sur Toulouse. Là, tu fais, au lieu de faire le truc classique, tu fais une vraie room, pas une love, une vraie room avec une belle terrasse, tu vois, un truc agréable. Ça cartonne, hein. Ouais. Ok. Mais ça coûte cher. Voilà. Oui, voilà, ça coûte plus cher. Ouais. Donc après, ça dépend un peu des. Après, il y a des petits marchés, comme par exemple, pour les Toulousains qui connaissent, mais tu as des villes comme Castelnaudary. Ouais. Pas d'hôtel, très peu de produits. C'est une ville qui n'est pas chère. Si tu choisis bien l'emplacement, tu as le canal, du Midi, là, avec le port là, qui est magnifique. Tu as l'accès à l'Andorre, quasi à côté. Ouais. Super bien placé. Tu as une zone de fret qui se développe beaucoup. Oui. Justement, ça, c'était une question que je voulais poser tout à l'heure quand tu faisais un petit peu la différence entre, on va dire, courte durée, on va dire, touristique, pardon, courte durée atypique. On a un peu différencié les deux. Est-ce qu'il n'y a pas non plus une courte durée de passage, de travail, tu vois, qui est autre que le touristique, en mode on va pas à cet endroit pour spécialement visiter ou pour... Mais c'est la cible. On revient à la cible. Alors, dans le tourisme, tu as à peu près trois grandes familles. Tu as le tourisme culturel. Okay. Il y en a peut-être 4. Tu as le tourisme culturel, le tourisme professionnel, ce dont tu donc parles. Ça, pour toi, tu l'englobes quand même dans le tourisme. Moi, je le mets... Je le mets dans le même paquet parce que c'est à peu près les mêmes typologies, en tout cas psychologiques. Ensuite, tu as le regroupement familial, des gens qui vont dans une ville, les parents ou la famille ne peut pas les recevoir, donc il faut qu'ils se logent. Et tu as après le séjour, on va dire, comment on appelle ça, tu vas au ski une semaine ou à la mer une semaine. Saisonnier, voilà, saisonnier, okay. saisonnier, merci. Okay. Le saisonnier, voilà. Tu as à peu près ces 4 grandes familles. Ouais, donc c'est pour ça que je me posais la question de la place, justement, des déplacements professionnels dans ce que tu disais. C'est important, hein. C'est pour ça. C'est important, les déplacements professionnels. Il y en a beaucoup dans les villes. C'est ça, parce que je dis ça parce qu'on connaît des investisseurs qui font de la courte durée exclusivement dans des bleds où tu n'irais jamais pour faire du culturel. Alors peut-être effectivement pour rejoindre ta famille. Oui. Mais il n'y a pas spécialement, tu vois, de point d'intérêt ou quoi. C'est juste que c'est du déplacement professionnel. C'est sur un axe passant. Oui, mais tu vois, là aussi, une fois de plus, il faut que ce soit bien conçu, l'appartement. Ah, bien sûr. Nous, on est en train de faire, pour un investisseur à Valenciennes, il a acheté un ensemble immobilier qui est plutôt c'est 4, je crois, ou 5 petites maisons côte à côte, un peu dans le style des motels américains. Où tu gares la voiture devant. Voilà. Motel, donc là, on va lui faire, on lui fait des T2 qu'on transforme en T3. On fait le contraire que ce que font habituellement les gens. On met 2 chambres, un lit, grand lit en 90 par 200, parce que des fois, tu as des mecs costauds, et 2 salles de bain. Donc, les entreprises vont pouvoir envoyer des gens pour loger ces gens-là. Devant la porte, on gare la voiture et on met une borne électrique. Parce qu'aujourd'hui, le déplacement des professionnels se fait de plus en plus avec des voitures hybrides
On en revient toujours à la cible. Voilà. C'est et vraiment encore s'adapter. une fois, tu vois, la cible s'adapter. est importante. Très bien, super. Moi, j'aimerais avant de finir cet épisode, qu'on parle de Okia. Rapidement, si tu le souhaites, du fonctionnement et de ce que ça peut apporter pour un investisseur. Parce que là, on était beaucoup sur le côté voyageur. Mais moi qui suis client de Okia, je sais ce que ça peut apporter, mais j'aimerais bien qu'on développe un peu ça. Ouais, déjà, peut-être dans un premier temps, c'est quoi Okia? C'est-à-dire, vous vous occupez de quoi pour l'investisseur et un peu comment partir à la base. Okia, c'est une petite start-up qui est née à Toulouse en 2019, qui a débarré avec 3, 4, 5 personnes. On est une vingtaine de collaborateurs aujourd'hui. C'est une entreprise qui a une vision pour les voyageurs. Pour les voyageurs, bien sûr, mais pour les investisseurs qui est bien particulière. C'est-à-dire que ce que nous, on apporte, quelle est la proposition de valeur pour les investisseurs, c'est que nous, on va les décharger de tout, mais pas que dans les mots. C'est-à-dire, c'est dans nos contrats, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu nous remets la clé, on s'occupe de tout. On a 1 mois de préparation, et c'est ce qu'il faut pour mettre... partons du principe que l'hébergement n'a jamais été mis en location. C'est plus de la moitié de nos clients, quand même, aujourd'hui. C'est-à-dire, les gens arrivent avec des produits, qu'est-ce que je dois faire voilà. Donc, évidemment, hors home staging, hors ameublement, etc. Et il faut 1 mois de préparation. On leur dit, vous nous donnez les clés, dans 1 mois, on revient vous voir avec l'appartement terminé, l'annonce réalisée, on vous montre ce que c'est, et ensuite, on met en ligne. 2 mois après, on fait un premier point. On regarde comment ça s'est passé. Pourquoi on dit ça ? Parce qu'un investisseur, il n'a pas besoin d'être pollué par des problèmes qu'un collaborateur chez nous peut régler. Évidemment, s'il y a un trou sur le toit, qu'il y a de l'eau qui rentre, on va l'appeler. mais après... Et l'ampoule qui saute, on ne va pas l'appeler, quoi. Voilà, donc l'idée qu'on se fait, nous, la vision qu'on a, c'est d'abord de le décharger. Ah, mais moi, c'est vraiment ce que j'ai apprécié. Par exemple, j'ai un appartement, plusieurs, mais qui est géré par vous. Et j'avais pas mis la clim encore dans cet appartement, et il faisait chaud. Et le prestataire de ménage, du coup, que vous gérez, est allé chercher un ventilateur et l'a mis dans l'appartement, et après, il me l'a refacturé derrière. Mais ça... il y a eu des initiatives qui ont été prises, mais clairement, mais moi, ça, c'est royal. Justement, c'est bien de parler de charge mentale, parce que c'est bien souvent la problématique que rencontrent les gens qui font eux-mêmes, par exemple. C'est qu'ils vont avoir tous les problèmes qui vont arriver en même temps. Ils ne vont pas pouvoir se concentrer finalement sur quel est leur intérêt. Qu'est-ce que tu choisis de faire de ta vie ? Est-ce que tu veux t'emmerder pour tout, ou est-ce que tu veux te concentrer sur ce qui a le plus de valeur, le plus de richesse ? Exactement. La richesse, c'est quoi ? C'est de bien acheter au départ, de bien choisir son immeuble, de faire tout ce qu'il faut pour que tu te plantes pas, tu vois. Et tout le reste, ça va te polluer, c'est pas ton métier. Tu vas aller voir des conseils à droite à gauche, des youtubeurs ou autres qui vont t'expliquer la vie, mais ils n'ont jamais rien géré, ou pas grand-chose. Donc, tu vois... Donc, nous, on veut vraiment... l'orientation qu'on a, c'est un investisseur, il doit être passif, il faut qu'il fasse rien, et il faut qu'il ait le revenu sur lequel on se met d'accord. On fait toujours des prévisionnels, des estimations. On ne fait pas des estimations pour les faire plaisir. On fait des estimations qui sont moyennes, basses, on va dire. Par rapport au marché. Voilà. Et on évite les consignes chez nous, les protocoles, c'est vous n'appelez jamais le propriétaire, sauf quand ça dépasse, ça sort du périmètre de nos compétences. Voilà. Et bien sûr, il y a le conseil, il y a tout ce qui va avec. Mais surtout, je crois que la vision que nous on a et qui plaît beaucoup aux gens, c'est que ils veulent s'appuyer sur des gens qui savent. Bien sûr. Exactement. Et dire mon truc il est entre de bonnes mains, quoi. C'est ça qui est chez nous
voilà, qui nous caractérise, qui fait que ça plaît aux gens. Alors, parfois on est obligé de rendre les clés, comme on dit, parce que on a besoin d'avoir confiance dans le propriétaire, comme lui, il faut qu'il ait confiance dans notre façon de travailler. Il y en a qui s'impliquent un peu trop, qui vous laissent pas trop gérer. Il y en a beaucoup qui veulent garder les par exemple, on a un outil qui est hyper puissant pour faire du revenu management, pour faire du yield management même, ou du pricing dynamique. C'est-à-dire qu'on est capable de changer les prix tous les jours. On est capable de dire à la machine, si c'est pas loué vendredi à midi, tu me baisses le prix de 5, de 10, ce que tu veux. Tu vois, on est capable de faire tout ça. Donc, on est capable de passer de 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits, 1 nuit. Mais si on le fait, c'est que on a réfléchi. Bien sûr. Et on a des clients. Oui, j'ai vu que vous aviez mis 3 nuits au lieu de 2. Mais ok, mais toi. Mais moi, je sais même pas combien c'est loué. Quelle connaissance tu as du marché, petit gars. Mais, par exemple, moi, je sais même pas combien c'est loué. Je m'en décharge totalement. Ouais, mais en gros, c'est vraiment ça, quoi. Vous, le concept, c'est on vous donne les clés et vous gérez tout. Et entre guillemets, le seul truc qu'aura l'investisseur à gérer, c'est en cas de, comme tu disais, exception, il y a le toit qui a une fuite. Oui, c'est des cas graves. Mais après, je veux dire, vous packagez tout le reste pour que ce soit transparent pour l'investisseur, quoi. À tel point qu'on a mis au point, par exemple, maintenant, le prélèvement automatique. Ouais. Tu vois, on a mis vraiment pour qu'il n'y ait rien à faire, en fait. Alors déjà, parfois les gens ont une espèce de retenue avec l'argent. C'était tabou, l'argent, en fait. Ah oui, mais bon, si vous vous trompez, vous inquiétez pas. S'il y a une erreur, on rectifie, quoi. Hier, on a remboursé une cliente qui avait investi, en fait, qui est rentrée chez nous au mois d'août, et qu'on n'arrive jamais à avoir au téléphone, en fait. Okay. Et là, elle a reçu le prélèvement pour 4 appartements. Bon. Elle m'appelle affolée. Oui, mais vous comprenez, c'est pas encore en ligne et tout. Hier soir à 8h du soir, je dis, mais attendez, moi, j'ai plus personne là, je sais pas ce qui s'est passé. Et ce matin, on l'a remboursée. Parce qu'elle était trop juste financièrement. Elle a dit, bon, donc c'est ça le service à l'investisseur aussi. C'est que si t'as un problème, on va pas t'enfoncer, quoi. Tu vois, c'est de la psychologie, ça. C'est comme le voyageur, le propriétaire, c'est pareil. L'expérience client d'une entreprise. Tu vois, tu vas chez BM ou chez Audi ou chez Renault, peu importe, on t'offre un café, on te fait attendre, on te prête une voiture. Bon, maintenant c'est fini, t'as pas de pub. Mais voilà, mais c'est ça l'expérience client, tu vois. Ouais, bien sûr, c'est de penser toujours comment va réagir ton client par rapport au problème qu'il a ou à ses attentes. Mais du coup, vous avez, entre guillemets, 2 clients. Vous avez les investisseurs et les voyageurs. Ouais, vous êtes, et malheureusement, c'est le voyageur qui compte. Oui. Parce que c'est lui qui nous paye, tous les deux, aux 2 autres. C'est lui qui paye. Hein. Ok. Moi, j'avais 2 questions. La première, ça revient un peu avec ce que je demandais au début de l'épisode, mais je crois qu'on n'y a pas répondu parce qu'on est parti dans tous les sens. C'est du coup le métier de concierge. Donc, mais là tu as un peu répondu. Par rapport aux autres conciergeries. Alors pas forcément aux autres, mais du coup en fait dans ce travail transparent que tu vends finalement à l'investisseur, qu'est-ce que ça englobe? Donc d'après ce que tu as dit, j'ai compris que ça englobait tout ce qui est préparation des annonces de l'appartement pour la mise en location courte durée. Ça comprend le revenu management, donc pouvoir affiner les prix. L'optimisation du revenu. Voilà, l'optimisation du revenu. Ça comprend bien sûr tout ce qui est gestion des ménages, des check-in, check-out. Des check-in et check-out. Et surtout l'assistance voyageur. Et l'assistance voyageur dès que... Voilà. Parce que j'ai cru comprendre... Alors moi, j'ai jamais fait de courte durée. Donc tu vois, c'est pour ça que je me pose ces questions-là. Mais j'ai cru comprendre dans ce que j'ai entendu qu'effectivement, du coup, il y a plein de conciergeries, bien sûr, et les modèles ne sont pas toujours pareils, parce que j'ai entendu parler de conciergeries qui géraient tout, sauf l'assistance voyageur, justement. Et personne ne le gère quasiment. Voilà, donc ça, c'est quand même un truc... finalement, c'est quand même le truc
que tu ne peux pas automatiser autrement qu'en le confiant à d'autres gens, quoi. Tu peux t'en occuper, mais ça prend du temps. Du coup, c'est pas de l'automatisation. C'est à la main, en fait. C'est fait à la main. Ça. L'assistance voyageur, alors la grande, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment répondu à cette question-là, mais la grande différence entre Okia et la plupart de ses petits copains, c'est que beaucoup sont tournés propriétaires. D'accord ? On va cirer les pommes du propriétaire pour que tu pries qu'il ne t'enlève pas le logement, etc. Bon, ok. Mais, et en disant toujours oui. C'est-à-dire, est-ce que vous faites ça ? Oui. Est-ce que vous répondez aux voyageurs ? Oui. Est-ce que vous vous occupez de la blanchisserie ? Oui. C'est oui tout le temps. Et chez nous, des fois, c'est non. Pourquoi ? Parce que quand tu veux faire un service correct pour un voyageur, c'est des contraintes pour le propriétaire. Et c'est ça que les autres ne comprennent pas bien. Donc, nous, on a fait de gros efforts, des efforts en termes de recrutement, donc de masse salariale, c'est-à-dire qu'on a des équipes tournantes. Nous, on est en train de tester la semaine de 4 jours. D'accord. Pour être RSE. On adore être RSE, nous. Voilà, donc on teste la semaine de 4 jours avec des shifts par jour pour faire 7h, 21h. Okay. C'est-à-dire qu'on est quasiment toujours présent. Et donc, l'assistance voyageur, c'est un ticketing, c'est-à-dire un chat actif sur l'application du voyageur ou par téléphone, et on répond immédiatement. Si tu vas voir sur les annonces Airbnb, par exemple, Okia, taux de réponse 100%, moins d'une heure. J'ai vu, Okay, bon. C'est la base. Ça, c'est la base. Après, il faut savoir répondre aussi. Oui. Pour dire, je ne sais pas. Voilà, ça ne sert à rien. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Ensuite, c'est une administration système, donc un outil de travail qui a été développé par nos informaticiens chez nous, qui est adapté justement au traitement des demandes pour avoir l'information fluide et rapide. Tu n'aimes pas attendre au téléphone. Si tu dis voilà, donc tout ça conduit à créer un environnement qui est rassurant, voilà. Et c'est ça l'assistance voyageur. Et c'est ce que ne peuvent pas faire les autres. Pourquoi ? Parce que si tu passes du temps à faire des choses qui prennent beaucoup de temps et qui n'ont pas de valeur, en fait. Et du coup, t'as pas le temps pour faire les trucs qui en ont de la valeur. Parce que la valeur, c'est, encore une fois, répondre aux voyageurs, quoi. On n'a pas le choix, quoi. Nous, on n'a pas le choix. Donc, les outils servent justement à gagner du temps. Enfin, on a des centaines on appelle ça des patchs informatiques, des briques qu'on crée pour gagner du temps partout. En fait. Voilà, de toute façon, là, c'est un jeu. Là, vous êtes rentré dans un jeu à long terme, entre guillemets, à optimiser les process. C'est ça, c'est du long terme. C'est du long terme. L'idée in fine d'Okia, la vision in fine, c'est de créer un parc en France labellisé avec une marque qui sera connue pour offrir toujours le même niveau de qualité. C'est ça l'idée, en fait. Et c'est pour ça qu'on... je vois. C'est pour ça qu'on conseille beaucoup, on dit faites ça. Pour avoir un parc, finalement, si tu as, t'as 2000 ou 3000 hébergements répartis sur tout le territoire, tu te déplaces avec ta famille, tes copains. Tu sais que si c'est Okia, tu auras les mêmes... Tu sais que tu vas trouver ça, quoi. C'est une belle vision, Tu vas trouver des prises pour brancher les téléphones. Je vois. Tu vas trouver des lits confortables. Carrément. C'est tout bête, hein, mais c'est la vision finale, elle est là, c'est d'offrir des produits reconnaissables, labellisés un peu. Quand tu vas chez Accor, tu sais ce que tu vas trouver. Tu vas chez Accor, tu vas chez Holiday Inn. Le décor change, mais tu retrouves toujours les fondamentaux, les bases. Mais déjà, vous commencez un peu à faire le branding sur chaque porte avec le Okia. Tous les appartements sont baptisés. Oui. Il y a effectivement un branding qui revient tout le temps. C'est aussi la manière de faire les
les annonces, Ouais. enfin, comment on appelle ça Le- quand le- les photos, tu sais, elles ont une organisation Ouais. pour que le voyageur, quand il rentre, hop, Il voit retrouve la la même. première photo, c'est la photo, Ouais. tu vois. Ok. Voilà, Ok. enfin, bon, c'est pas toujours facile à faire, mais Ouais. c'est ce qui fait. Ça fait partie du branding, ça, ouais. Très En bien. tout cas, ouais, tu as bien répondu à ma question. Du coup, on comprend bien le métier du concierge et on comprend aussi que si vous êtes intéressé par déléguer ça, que toutes les conciergeries ne font pas la même chose. Ah évidemment. non. Et donc, renseignez-vous bien, quoi. Et ma deuxième question, parce que j'avais dit que j'en avais deux, avant que je l'oublie, c'est quoi le business model de Dokia? Le business model, alors, C'est-à-dire, vous rémunérez comment? C'est des frais de gestion? ah oui, par rapport- d'accord, vois sur ce plan-là. Ouais, Alors, le business model d'Okia, il est fondé sur d'abord des honoraires économiques. Pourquoi? Parce que ça fait partie du raisonnement aussi d'apporter à nos clients le plus de rentabilité possible. Ouais. Alors, on a un taux qui est plus faible que nos copains, mais c'est pas de la magie. Hein. C'est pas parce qu'on s'est levé un matin en disant on va être moins cher. C'est parce qu'on a beaucoup investi en amont. On a investi plus de 500 000 euros en amont, hein, quand même, pour avoir de l'efficacité, de la fluidité, etc., de la rapidité dans le travail, pour que nos coûts de fonctionnement soient plus faibles. bien sûr. C'est sur voilà. ça, sur le Et volume, quoi. après, on joue sur le volume. Ouais. On ne gagne pas encore de l'argent, mais honnêtement, on a clôturé 2022 avec... vraiment, on était à 2 doigts de gagner de l'argent, quoi. Ok. Ouais. Mais c'est difficile pour une start-up comme ça de dire on Complètement. va gagner de l'argent parce que Ouais. comme tu veux scaler, donc tu investis tout le temps et donc tu crées de l'immo et immobilisation et donc forcément tu crées de la perte. Mais Bien sûr. Mais l'idée, c'est le business model, il est là, c'est d'offrir un service qui soit compétitif, enfin qui est une bonne, qui soit vu comme étant un produit économique. Hein, voilà. Je veux pas dire moins cher parce que c'est péjoratif, mais plutôt parler de compétitif, d'économique, adapté en fait au profil d'investisseur qui va quand même regarder. Comme il paye, hein. Bon, il va quand même regarder, il va dire les yeux fermés. De toute façon, c'est simple, il va regarder combien il gagne, combien il paye. C'est ça. Donc, c'est ça. Combien ça coûte, combien ça me rapporte. C'est vraiment c'est notre vision du business model. Après, on ne veut pas pénaliser les bons hébergements. Donc c'est pour ça aussi on a un tarif intéressant. Et les mauvais hébergements, ils vont payer des frais. C'est-à-dire que si tu te déplaces 3 fois parce que la télé déconne, au bout d'un moment, il faut remplacer la télé. Bien sûr. Tu vois, si tu fais pas ça, c'est que tu n'as pas compris. On n'est pas là pour combler ou compenser les défauts de l'hébergement. Mais c'est pas votre métier. Le métier, si tu veux, c'est quelque part... et d'ailleurs, on dit concierge, mais moi, j'ai plutôt plaisir à dire que nous, on est des promoteurs de séjour. On est des promoteurs de voyage. C'est joli, ça. On n'est pas des concierges. Le concierge, et d'ailleurs, c'est un mot qui est galvaudé. Parce qu'un concierge, c'est quoi? C'est quelqu'un qui porte les valises, qui va t'amener tes fringues au pressing, qui va te dire où il faut aller manger. Bon, bien sûr qu'on le fait un peu à travers notre travail, mais c'est pas lui qui va te faire gagner de l'argent. Donc, il manque le mot, quelque part, promotion. C'est pour ça que j'aime bien dire à mes clients, je leur dis, on est plutôt des promoteurs de séjours que des concierges, mais le mot concierge étant, comme chacun sait, un mot-clé sur Google. Donc, on est obligé de se référer. Malheureusement, on est obligé de... Ok. Très bien, super. En tout cas, c'était top. Ouais, merci beaucoup franchement Philippe pour cette échange. Je ne sais pas si j'ai toujours été bien clair ou bien compris. Si, franchement, il y a eu plein de choses à Ce qu'on aime bien poser comme question à la fin, c'est est-ce que tu aurais... Non, c'est rien, c'est une ressource ou un livre par exemple, un tips à conseiller pour quelqu'un qui veut se lancer en ressource, un tips. Ça peut être n'importe quoi.
Alors, il n'y a pas la conciergerie pour les nuls. Là, j'avoue que c'est un piège. Qui se souhaiterait se lancer dans la location courte durée. Qui veut se lancer, alors il faut effectivement... c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile, mais il faut beaucoup écouter, je pense. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. Par exemple, nous, mine de rien, on a enquêté auprès de 350 conciergeries. Waouh. Pas une, pas deux, pas trois. Je me suis moi-même déplacé plusieurs fois, à Paris notamment. Ouais. J'ai Check My Guest, qui est un modèle qui nous ressemble un peu. Et j'ai beaucoup enquêté, en fait. Donc, il faut beaucoup se renseigner. Il faut être curieux. Ouais. Faut pas être fermé, mais il faut se poser des questions. Ok. En fait, c'est un peu ça. Après, il n'y a pas vraiment... par exemple, chez les Instagrammeurs qui font beaucoup de live et tout, qui font rêver les gens. Bien sûr, il faut rêver un peu. Il faut pas non plus raconter que des trucs qui font pas plaisir, mais il y a la réalité aussi. Mais il y a aussi la réalité. Donc, il faut se poser la question. Et la première des questions à se poser, c'est qu'est-ce que je veux faire ? Ouais. Est-ce que je veux être gestionnaire de biens ou est-ce que je veux être investisseur ? Parce que si tu as ça en tête, investisseur... C'est une très bonne question, ça. Ouais. C'est deux mondes différents. Ouais, complètement. Ou alors tu en fais ton métier. Tu fais que ça, c'est-à-dire tu as 10 appartes et tu gères tes 10 appartes et tu vas gagner de l'argent, il n'y a pas de problème. Mais tu vas presque plus avoir de vie. Quoi. Enfin, c'est tout le temps, ça s'arrête jamais. Quoi. Clairement. Ben super, voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un endroit, merci à tous les deux. Ouais, non. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver si on veut échanger avec toi ou peut-être faire appel au service d'Okia, je sais pas. Oui. Site internet, www.oikia.com. Ok. Voilà. Et toi, sinon sur LinkedIn, Oui, j'ai un profil LinkedIn, un profil Facebook et Okia a un profil Instagram. Ouais. Ok, voilà. Bon, super. On nous trouve à peu près partout. Je crois qu'on a même une chaîne YouTube, mais ça n'est pas occupé encore. Ok, donc voilà, Okia, si vous êtes intéressé par la conciergerie, et sinon Philippe Coste sur LinkedIn. Ouais, vous me trouverez facilement. Très bien. Merci beaucoup Philippe. Merci à tous les deux, j'étais ravi. À très vite, voilà. De toute façon on n'est pas loin. Je souhaite le bonsoir à tout le monde. Parfait. Merci. Merci. Ciao. Ciao.